Bonjour à tous, merci aux premiers arrivants qui sont là à l'heure. On espère que vous n'avez pas trop chaud en ce 1er juillet. Merci beaucoup de vous être connectés avec nous pour ce nouveau webinaire éco-conception de ReFashion. Donc on va laisser petit à petit les premiers arrivés venir et donc ça va me permettre de vous introduire le sujet du jour. Donc le thème, c'est éco-concevoir pour améliorer la durabilité des textiles. Petit rappel des règles applicables pour ce webinaire, que ce soit par rapport à vos questions dans la partie QR ou dans ce que vous allez partager sur le chat. On vous précise qu'évidemment, ce sont uniquement des informations non confidentielles dont on va parler aujourd'hui et dont vous pouvez parler sur ces différents supports. Il faut que ce soit fait dans le droit du respect de la concurrence, de ne pas divulguer d'informations liées à vos prix d'achat, de vente, plan de production, coûts, etc. Ensuite, pour le programme de ce webinaire, d'abord, on va vous faire un petit rappel de qui est ReFashion pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, on aura la chance d'avoir l'intervention de Fanny Baudou et Arthur Cardalet de chez Terre de Marin qui sont présents à mes côtés aujourd'hui. Des informations complémentaires sur la partie éco-conception chez ReFashion et enfin, un espace de questions-réponses pour vous. Et je tiens à rappeler aussi que je suis accompagnée de Lucille Costet, Clotilde Monzeau et Marie Roussel pour le chat, pour vous aider dans vos différentes questions liées au sujet ReFashion et de manière générale à l'éco-conception. Donc ReFashion, qui on est? Nous sommes un éco-organisme qui a été créé en 2008 en réponse à la loi REP, qui est la responsabilité élargie du producteur, pour le secteur du textile d'habillement, linge de maison et chaussures. C'est une société privée à but non lucratif qui est agréée par les pouvoirs publics français. Et il faut savoir que l'ensemble de nos financements viennent de vous, c'est-à-dire les marques, les distributeurs, les fabricants, et on appelle ça des éco-contributions. Plus concrètement, nos missions sont assez variées. On va être à la fois en charge de la prévention et de la gestion de la fin de vie des produits mis sur le marché en France à destination des particuliers. On a des opérations de prévention, comme aujourd'hui, par exemple, pour l'éco-conception, mais également des sujets de réparation, de réemploi, de collecte, de tri, de réutilisation, et pour boucler la boucle, le recyclage. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on a la chance d'avoir l'intervention de la marque Terre de Marin avec Fanny Baudou et Arthur Cardalet. Donc, je vais vous présenter tous les deux pour qu'on puisse rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, Fanny, tu es responsable qualité et achat responsable. Et Arthur, tu es styliste et tu es en charge du groupe Éco-conception chez Terre de Marin. Exactement. Donc, à partir de là, je vais vous laisser prendre la main sur les slides. Et c'est à vous de partager vos différentes interventions. Donc, la première question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous pouvez un peu nous présenter Terre de Marin, donc les valeurs de l'entreprise et qu'est-ce qui a mené justement à ce projet d'éco-conception? Alors, Terre de Main, c'est une PME située près de Cholet qui propose des vêtements très majoritairement dans un style intemporel. Comme on peut voir sur la slide, on habille toute la famille avec des produits à prix accessible. Et nous sommes la marque haut de gamme, qualitative du rayon textile en grande surface, qui est notre principal réseau de distribution. Mais pas le seul, parce qu'on a aussi 5 magasins d'outlet, un site web marchand, et on vient juste d'ouvrir la première boutique qui vend nos collections N à Vannes. Alors c'est en 2021, quand l'entreprise a été rachetée, qu'on a lancé la stratégie RSE dans l'entreprise. Mais nous, on avait déjà dans nos valeurs deux mots qui sont la transmission et la durabilité qui sont importants, et c'était assez logique pour nous d'aller dans cette direction. Et puis notre ambition, c'est devenir un groupe reconnu pour ses marques d'inspiration marine, durable, accessible partout et pour tous. Et on va voir plus tard dans la description de l'éco-conception, mais il y a deux mots qui sont très importants et qui ont une grosse influence dans la façon dont on a mis en place notre éco-conception. C'est les mots durable et accessible. Et puis j'oublie pas qu'on a une deuxième marque dans le groupe, OM, qui diffuse ses collections via les multimarques, les chaînes spécialisées de sport et puis les coopératives maritimes. Et qui, bien entendu, est aussi impliquée dans la stratégie d'éco-conception.
Oui, en effet, quand on avait discuté justement pour préparer ce webinaire, Fanny, vous m'aviez parlé d'un projet fil vert qui était mené au sein de l'entreprise et qui était très intéressant pour aboutir justement notamment à des sujets d'éco-conception. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, alors le projet Fil Vert, c'est le nom donné à nos chantiers stratégiques RSE du groupe. Les objectifs du projet Fil Vert, c'est d'abord pouvoir s'implanter dans le paysage réglementaire que l'on connaît hein, dans l'industrie textile et respecter nos obligations. Et c'était surtout pouvoir engager l'entièreté de l'entreprise dans une démarche plus vertueuse, mieux-disante, avec des actions mieux-disantes et des produits plus vertueux. Et c'est une démarche que l'on a mis en place avec tous nos collaborateurs. À ce jour, on a 800 heures de formation RSE sur 3 ans. Donc, c'est un projet qu'on a voulu transversal. C'était une démarche motivée par la direction avec l'accompagnement financier de Arkea Capital qui avait aussi pour ambition d'accompagner la transition écologique des entreprises. Notre deuxième objectif, le primordial, était la réduction de notre impact carbone. On voulait suivre la trajectoire de décarbonation de la filière textile au niveau mondial, c'est-à-dire moins 45% d'impact carbone à horizon 2030. Et donc, cette démarche a été faite avec cette volonté de mettre un vocabulaire commun à tous les collaborateurs pour entreprendre tout plein d'actions en fait dans l'entreprise. Et ces actions sont mesurées de manière semestrielle. Vas-y, tu peux passer. La première étape du projet Fil Vert, ça a été de faire un bilan carbone. Donc, on peut voir que on était à peine à 10 kilos CO2 par article vendu dans notre bilan carbone sur la base de 2019. Et puis, on voit ici qu'on a donc 87%, c'est nos produits, c'est les textiles, matières premières, confection, mise en forme, qui a un très très gros impact. Et puis après, on a 13 autres pourcents qui sont sur les packaging, sur le transport. Le site, les déplacements professionnels de nos commerciaux. Comme l'a dit Arthur, en fait, on est beaucoup distribué en grande distribution. Donc, on a des commerciaux qui tournent et on a aussi l'obligation de mettre des cintres. Donc, tout ça, en fait, ça nous donne ce bilan carbone-là. Et pour contrer, enfin, faire évoluer positivement notre impact carbone, on a eu des actions sur chacun de ces pans-là. Et du coup, tu peux passer la slide suivante. On a mis en place des chantiers fil vert. Donc, 4 premiers chantiers en 2022, éco-conception, fournisseurs, sites et flux. C'était important pour nous d'engager l'entièreté des collaborateurs. On n'a pas de service RSE à proprement parler. Donc, en fait, les chantiers sont gérés par un référent et des personnes de tous les services. Donc, par exemple, en éco-conception, le chantier que Arthur mène, il peut y avoir plusieurs personnes de différents services, que ce soit de la logistique au niveau commerciaux, marketing, communication, production. Donc, en fait, chaque chantier a un référent, un collecteur de données, on va dire, et puis des personnes dans différents services. Donc, ça a donné l'envie pour certains de faire valoir aussi leurs convictions personnelles. Et puis, pour d'autres, ils avaient aussi des actions plus opérationnelles. Donc, ils voulaient s'implanter volontairement dans ces chantiers-là. Les objectifs des chantiers, donc euh, avoir des produits à moindre impact carbone, avoir un parc fournisseur raisonné, réduit, avec un socle de référencement de fournisseurs partenaires que l'on suit,
que l'on accompagne même parfois financièrement pour être en conformité sociale et environnementale. Aussi avoir cette notion de traçabilité rang 1, 2 et 3. Et puis beaucoup de sensibilisation aussi auprès de nos fournisseurs sur le domaine RSE, sur l'éco-conception, sur la durabilité. On met en place beaucoup d'actions avec nos fournisseurs pour justement les inciter à nous proposer des axes différenciants. On a aussi les chantiers sites et flux. Donc les chantiers sites, c'est plus le site et les collaborateurs. Donc on met des actions notamment de réduction de la consommation d'énergie enfin voilà, on a une bonne progression sur ce domaine-là. On met en place du covoiturage, une journée végétarienne par semaine. Enfin voilà, c'est plus site et collaborateur. Et puis après, on a le chantier flux physique et numérique. Donc là, c'est la gestion sobre des déchets. C'est aussi mettre en place des actions d'innovation en termes d'emballage. Et puis, au niveau numérique, aussi faire en sorte de réduire notre impact numérique. En 2023, d'autres chantiers se sont fait ressentir, comme la circularité. Donc là, enfin, il y a plein de projets potentiels qui sont toujours en cours. Et on a par contre mis en place des rayons de seconde main dans nos magasins. Donc voilà, ça c'est en cours. Et puis, on a décidé aussi qu'il était peut-être temps de parler un peu plus de nos actions. Donc on a fait un chantier communication responsable où justement il fallait aussi développer ce vocabulaire commun et puis voir comment il fallait le faire de manière plus vertueuse. Tous ces chantiers font que la stratégie RSE est une démarche globale de toute l'entreprise, de tous les collaborateurs, parce qu'on n'a pas de service dédié. Donc, c'est une démarche globale et puis on fait pas à pas. On est vraiment dans le fait d'éprouver, de faire et puis voir si ça fonctionne. Il y a des projets qui ont réussi et puis d'autres qu'on a laissés un peu de côté. Donc, les trois axes stratégiques du projet Fil Vert, donc c'est une offre plus responsable qui s'appuie sur une chaîne de valeur responsable avec une gestion sobre des ressources pour contribuer à notre réduction d'impact de l'ordre de moins 45% d'ici à 2030. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je vais laisser la place à Arthur qui a mené donc le chantier éco-conception. Alors Oui, nous, et juste pour rebondir pour ce que tu disais, pardon Arthur, ce que tu disais Fanny, en fait, ce que je trouve très intéressant dans ton retour très global sur toute votre mission RSE avec ce projet Fil Vert, c'est le terme pas à pas que tu as dit et qu'on utilise beaucoup aussi en éco-conception. Et c'est vrai que le principe en fait de l'éco-conception et surtout de mener des chantiers liés à la RSE, c'est de faire en apprenant et c'est pas forcément de se mettre tout de suite des objectifs d'experts, puisqu'en fait, c'est pas comme ça qu'on va avancer sereinement, c'est vraiment de tester des choses et petit à petit, voilà, en impliquant, comme tu disais, les équipes en interne et les fournisseurs, c'est comme ça qu'ensuite vous pouvez mettre en place des projets pérennes. Et je trouve que c'est super la manière dont tu l'as présenté avec le projet Fil Vert. Donc en effet, Arthur, je te redonne la main sur la partie de votre projet très spécifique éco-conception. oui. Qu'est-ce que vous avez mené comme chantier là-dessus? Alors, donc l'éco-conception, bah, tout a commencé avec un groupe projet, un groupe multimétier. Donc on avait des chefs de produits, des stylistes, des acheteuses, des personnes de la qualité, des techniciennes. Et on n'avait pas de spécialistes de l'éco-conception. On avait des gens qui avaient à cœur d'intégrer la RSE dans les collections Terre de Marin et EOM. Et puis, bah, pour combler cette lacune, on a été accompagné par des prestataires extérieurs, Ecosol, Virtual Conseil, Fashion Z Care. Et donc, nous, on a échangé avec nos connaissances, parfois avec nos préjugés, parce qu'on s'est aperçu que des choses qui nous semblaient être des évidences, bah, finalement, ne l'étaient pas.
Et là, c'est le moment où les partenaires extérieurs, ils sont ultra importants. Et donc, l'objectif, c'était de présenter aux différents projets autour de l'éco-conception au comité de direction, mais surtout un projet principal, qui était d'éco-concevoir notre marinière enfant. Donc, avec le groupe, on est parti un peu dans tous les sens, on a débattu, on s'est renseigné, et puis on a pris des décisions. Donc, en fait, sur la marinière éco-conçue, on a joué principalement sur trois axes. Le premier, c'était diminuer les matières plastiques et synthétiques au maximum. Donc, on a utilisé une sérigraphie à l'intérieur, colle à la place de la label polyester. On a supprimé les boutons plastiques et la pâte de boutonnage avec du thermocollant sur l'épaule. On a remplacé le badge polyester poitrine par une broderie. On a supprimé les petites labels ADN en polyester sur la manche. La deuxième chose, c'est qu'on voulait une matière plus respectueuse de l'environnement. Donc, on a intégré 40% de coton recyclé dans notre jersey. Et un peu plus original, on voulait diminuer la teinture. Donc, en fait, on a utilisé du fil grège, du fil non teint, à la place du fil teinté en blanc. Et donc, notre partenaire extérieur, Ecosol, a réalisé deux ACV. Une première de l'ancienne version, une de la nouvelle version, et puis on a pu comparer. Donc, évidemment, ça a baissé. Ça a même beaucoup baissé, on était très contents. 39% entre les deux versions. 1,84 kg de CO2 équivalent sur une marinière, et en moins. Et donc, en fait, il y a des choses qu'on pensait très impactantes qui l'ont pas été du tout, et vice-versa. Par exemple, l'utilisation du fil non teint, c'est ce qui a été le plus impactant, et on ne s'y attendait pas. Et donc, ça a fait 1 kg de CO2 équivalent en moins par marinière enfant. Donc, ce qui veut dire encore plus sur de l'adulte. Ensuite, ça a été le coton recyclé. Alors ça nous paraissait un peu plus logique, avec 0,7 kg de CO2 équivalent par marinière. Et le plastique, pour nous, on pensait que ça serait très très important. Et au final, c'est quasi anecdotique, avec 0,04 kg de CO2 équivalent par marinière. Alors le plastique, il a aussi quand même d'autres impacts, notamment les microplastiques, la pollution des océans. Donc c'est pas parce qu'on ne pouvait pas le mesurer dans cet ACV que on l'a enlevé de notre marinière éco-conçue. Bien évidemment, on l'a gardé. Et puis ce qu'on a appris sur cette marinière, bah, on l'a déployé sur le reste de notre collection. Donc on a décidé de trois axes d'éco-conception. Le premier, c'est le recyclé, donc avec du coton recyclé comme on a vu sur la marinière ou avec du polyester recyclé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu mettre quelque chose en place, on s'est posé beaucoup de questions. Alors sur les fibres recyclées, on s'est posé des questions sur les pourcentages. Alors d'abord, il y a eu le pourcentage minimum, et avec la qualité, très rapidement, on s'est dit qu'à moins de 20% de fibres recyclées sur un vêtement, on n'en parlerait tout simplement pas, parce qu'on voulait surtout pas être taxé de greenwashing. Et puis, il y avait aussi le pourcentage maximum, notamment sur le coton. On sait que les fibres de coton recyclé, elles sont broyées mécaniquement, elles sont plus courtes, et elles peuvent favoriser le boulochage. Donc, nous, on s'est dit 40% maximum de coton, parce que pour nous, c'était le pourcentage qui permettait de maximiser les économies de CO2 équivalentes, tout en conservant notre grade de qualité. Parce que, évidemment, toutes nos références qui ont des fibres recyclées, elles passent les mêmes tests que le reste de la collection, pour la stabilité dimensionnelle, pour l'usure, etc. Et puis dans la pratique, on a finalement fait 30% de coton recyclé. Parce que pour nos fournisseurs, c'était beaucoup plus simple de faire 30% que 40%. Et plutôt que de rester buté sur ce chiffre de 40%, on a considéré qu'il valait mieux accepter 30 et pouvoir déployer sur beaucoup plus de références. En sachant que, évidemment, 30%, c'est un pourcentage qui nous semblait assez impactant. Le deuxième axe d'éco-conception, donc, c'est l'utilisation du fil non teint à la place du blanc optique, qu'on met en place dès la création de nos gammes de couleurs. Et on ne s'est pas fixé d'objectif à moyen et long terme sur cet axe d'éco-conception. Parce qu'en fait, on voit que la couleur naturelle du coton, elle est quand même assez différente du blanc. Et du coup, il y a un impact visuel. Et nous, on a quand même besoin, avant de se fixer des objectifs, de voir comment notre clientèle va réagir. Et le troisième axe d'éco-conception, pardon, c'est tout ce qui est utilisation de matières à faible impact. Donc la viscose EcoVero, le lin,
le lyocell, pour citer les plus connus. Et donc là, on peut voir sur nos histogrammes on a commencé à 48% en été 24 pour obtenir 73% en été 25. Là, c'est des histogrammes de post-production. Donc ça veut dire qu'on a reçu tous les tests pour pouvoir justifier ces chiffres. Et donc, dans notre déploiement, on avait un premier objectif qui était de 50% pour 2025, 50% de référence avec un axe d'éco-conception. Donc là, on voit qu'on l'a atteint assez facilement avec 73% dès l'été 25. Et à savoir que chez Terre de Marin, on parle de références ayant un axe d'éco-conception et pas de référence éco-conçue. À part sur la marinière, où là, on a une démarche globale qui a même intégré le moyen de présentation. Mais ça n'empêche pas d'avoir des références qui cumulent plusieurs axes d'éco-conception. On a beaucoup de pièces en fil non-teint qui sont aussi en coton recyclé. Et puis maintenant, bah, on va cadencer 10% chaque saison, chaque année pour obtenir 100% de référence avec un axe d'éco-conception pour 2030. Et puis nos axes d'éco-conception, ils sont assez courants. Donc nous, on voulait animer cette stratégie avec des capsules qui ont un axe plus innovant, plus originaux. Et donc sur été 25, on a fait une capsule de 3 t-shirts en teinture minérale. L'objectif, c'était de diminuer tout ce qui était teinture chimique. Et quand on a une idée comme ça, en fait, on veut surtout pas avoir faire de fausses bonnes idées. Donc, quand on a une idée, d'abord, on se renseigne sur le net, un peu comme tout le monde. On interroge nos prestataires extérieurs et puis on interroge aussi nos fournisseurs. En général, on interroge un fournisseur partenaire avec qui on travaille depuis plusieurs années, quelqu'un en qui on a pleinement confiance. Et donc là, le fournisseur de pigments, il nous assurait 4 bénéfices environnementaux. Le premier, c'était avoir moins de produits chimiques, bon, ce qui paraît assez logique. Le deuxième, c'était d'utiliser moins d'eau pour effectuer la teinture. Le troisième, c'était une économie d'énergie, moins besoin de monter en température l'eau pour faire la teinture, pardon. Et le quatrième, c'était la possibilité d'évacuer directement l'eau sans traitement. Donc on a interrogé notre fournisseur pendant qu'il faisait les prototypes et il nous a confirmé trois des bénéfices environnementaux. En fait, le quatrième, c'est juste que dans l'usine, toutes les cuves de teinture sont reliées à des machines de traitement des eaux. Donc même si on avait un avantage théorique, dans la pratique, c'était pas le cas. Donc on a décidé de tout simplement pas en parler parce que, bah, je me répète, mais on veut surtout pas être taxé de greenwashing. Et pour conclure, je dirais que notre démarche d'éco-conception, elle est à notre image. On est une PME qui vend des produits à prix accessible. Donc, nous, on a travaillé en groupe projet. On a mis en place petit pas par petit pas notre plan d'éco-conception et aujourd'hui, on est assez content de ce qu'on a mis en place. Donc, on a vu tout à l'heure 73% des références avec un axe d'éco-conception dès l'été 2025, 15% des références qui cumulent deux axes. Donc, on est assez confiant pour les 100% en 2030. Super. Et justement, ces projets de tests un peu, de petits pas par petits pas, d'abord en commençant par la marinière et puis en faisant d'autres recherches d'innovation, est-ce que ça vous a donné envie de travailler sur un autre produit phare sur lequel vous pourriez réduire son impact environnemental? Alors oui, sans avoir une démarche globale comme sur la marinière, on a travaillé sur notre ciré avec deux volontés. Donc la première, c'était d'intégrer un axe d'éco-conception sur celui-ci. Donc désormais, la matière principale contient du polyester recyclé. Et puis la deuxième chose qu'on voulait, c'était accroître sa durabilité. Pour ça, on a augmenté nos exigences sur les tests, notamment sur l'indice de déperlance, où on est passé de 3 sur 5 à un grade 4 sur 5. Et ça, c'est Fanny qui va vous en parler un peu plus en détail. Oui, alors sur le ciré, enfin, comme sur la plupart de enfin, sur nos produits, hein, on a des standards techniques de qualité assez exigeants. Sur le ciré, on a par exemple la capuche en trois parties. Pour les petits,
On a des visières, nos accessoires sont avec des marques internationales. Je ne sais pas si je peux les citer, mais voilà. Et puis, on a par exemple aussi le poignet qui est en 5 parties avec un bord qui peut s'ajuster en fonction de la longueur de notre bras. On a travaillé aussi le nombre de points par centimètre. On a travaillé aussi à coucher les coutures pour éviter que l'eau pénètre. Donc, enfin voilà, on fait attention à ce que le produit soit le plus durable et qu'il puisse s'adapter aussi à son utilisation. Et puis, voilà, enfin, sur tous nos produits, on a un langage commun qui est intégré à l'entreprise. Maintenant, c'est vraiment le terme de durabilité. Euh, nos, nos clients sont très, enfin voilà, c'est un verbatim qui ressort souvent, c'est la qualité et la durabilité de nos produits. Donc voilà, on a mis en place des tests sur les grosses pièces, mais comme sur tous nos produits hein, d'ailleurs. Mais sur les grosses pièces, on a un temps, enfin voilà, on a un peu été au-delà d'un cahier des charges standard. Donc voilà, on a ce grade de dépendance de 4 sur 5 sur nos cirés loisirs. Et donc, ce qui est intéressant, que ce soit l'exemple de la marinière ou du ciré, c'est qu'à chaque fois, vous êtes aussi adapté au produit et à l'image que votre clientèle avait de ce produit et aux attentes qu'elles avaient. Pour la marinière, vous avez pu travailler beaucoup d'éléments parce que c'était un modèle intemporel sur lequel vous aviez la main pour changer des fournitures, changer les fils, etc. Pour le ciré, c'est un produit quand même beaucoup plus complexe. Et là, au lieu de chercher à tout changer, vous avez privilégié le choix de la durabilité et de la prolongation de la vie de ce produit pour que justement il puisse être transmis beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est aussi des choix à faire en interne en fonction de vos produits, de l'image de l'entreprise. Et là, pour le ciré, je trouve que c'est un bon exemple aussi de se dire, bon, bah là, on se focalise sur, plutôt que de vouloir absolument changer le choix des matières, les différentes inductions qui sont dessus, etc. Bah, c'est un produit qui a des besoins spécifiques comme l'imperméabilité. Dans ce cas-là, on ne va pas toucher à cette fonctionnalité. Au contraire, on va l'augmenter pour s'assurer qu'il soit beaucoup plus durable. Et c'est des choix à faire aussi en interne. Donc, je trouve que c'est un bon exemple de produits sur lesquels retravailler la conception. Et justement, pourquoi ce choix sur ces deux produits? Est-ce que c'est lié à des volumes de vente? Est-ce que c'est parce que ce sont des produits phares chez vous qui représentent vraiment l'image de Terre de Marin? Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler notamment la marinière et le ciré? Alors, on a commencé par la marinière pour plusieurs raisons. Alors déjà, c'est le produit iconique Terre de Marin. C'est un produit qu'on a en plusieurs versions. On l'a en manche courte, en manche longue, en version traditionnelle, en version revisitée. On l'a sur tous nos segments, de l'enfant jusqu'à l'adulte. Et puis, c'est un produit qui nous permettait d'avoir des enseignements qu'on pouvait déployer très rapidement. En fait, tout ce qu'on a appris sur la marinière, c'était transposable immédiatement sur les familles t-shirt et sur les familles polo, qui sont des gros volumes chez nous. Et concernant le ciré, bah, là aussi, c'est un produit vitrine pour la marque. Et c'est un produit complètement différent. Donc, sourcing différent, construction différente, matière différente. Et c'était très utile pour diversifier le déploiement. Et puis c'est vrai que non, je voudrais juste ajouter que ben, mettre en place des axes d'éco-conception et puis ben, cette démarche RSE en fait dans nos collections, ça a été un travail intense de relations partenariales avec nos fournisseurs. Il y a 3 ans, quand on allait dans les usines leur expliquer notre démarche, bon, c'était pas ancré encore. Et puis ben, maintenant, enfin aujourd'hui, quand on les visite ou quand ils viennent nous voir, ils nous disent bien que voilà, ils ont été un peu cobayes, ils ont été obligés de se remettre en question aussi, et puis que ben, c'est tout à fait bénéfique parce qu'en fait, leurs clients maintenant leur demandent. Donc c'est un point positif aussi de cette démarche-là.
Et justement, sur le sujet de la durabilité, donc le cœur de ce webinaire, Fanny, toi qui travailles à 100% sur ce sujet, notamment sur les sujets de qualité au plus global, comment est-ce que chez Terre de Marin, vous travaillez la durabilité de l'ensemble de vos produits? Alors, la durabilité, c'est le concept de faire durer le produit. Donc, bien évidemment, nous, on avait déjà une base solide là-dessus. C'est une de nos valeurs. Donc, il fallait déjà valoriser ce qu'on faisait déjà et ne pas dévier de cette trajectoire-là. C'est un concept qui se construit au fur et à mesure de la création de nos produits, la création et la production de nos produits. C'est pas forcément quelque chose qui ne fait que se contrôler. Donc voilà, et puis il y a aussi le fait d'équilibrer les coûts parce que, comme le disait Arthur, on a aussi un grand besoin d'accessibilité de nos produits. Euh, pour mettre en place la durabilité de nos produits, bon, il y a eu deux grandes périodes, on va dire. À partir de 2022, en gros, j'ai mis les pieds dans le plat. J'ai dit, faut qu'on mette en place les packs tests physiques chez nos fournisseurs. Donc, dès que voilà, on a eu connaissance des pack tests Refashion, voilà, on a mis en place tous ces tests sur tous nos produits de toute notre collection. Donc, il a fallu beaucoup sensibiliser les fournisseurs à cette démarche. Comme je disais, c'est trouver un vocabulaire commun aussi avec nos partenaires privilégiés, euh, en externe, mais aussi en interne. Faire valoir la durabilité aussi, c'est donner de la valeur aussi à un service qualité. Donc, c'est une démarche globale. En interne, on a beaucoup sensibilisé, notamment voilà, les services achats, chefs de produits, qui sont complètement dans cette logique maintenant. On a mis en place donc des collaborations achat qualité avec des groupes de travail sur notamment les grosses pièces et les tricots, qui étaient plus difficiles pour nous pour atteindre les exigences. Et puis, donc dans les changements de process, avant, en fait, les tests physiques étaient faits par les techniciennes dans notre bureau d'études. Et puis, en 2022, on a mis en place ces packs tests physiques en laboratoire externe et, et on a implanté ce vocabulaire à tout le monde. Il y a d'autres outils comme les fiches matières où en fait avant la proposition de matière, on montre aussi nos exigences de base. Là, il y a une tissu tech qui a été mis en place. On fait attention à la traçabilité de nos produits avec les fournisseurs de matière. On a aussi des contacts avec eux, avec nos fournisseurs pour que justement ils nous proposent des matières de meilleure qualité. Et puis, on a un standard de qualité de technique qui nous aide aussi à implanter cette durabilité dans nos produits. Et puis là, en 2025, au vu des changements en fait de cahier des charges, j'ai décidé avec la collection, de mettre en place un axe d'implantation durabilité en fonction des typologies de produits pour mieux axer les produits qui étaient susceptibles d'atteindre les exigences du cahier des charges de Refashion. Mais toutes ces actions, c'est au global, c'est tout le long du processus de création et de production du produit. C'est toute l'entreprise qui est dans qui fait valoir ce vocabulaire-là, qui est dans cette démarche-là. Donc, c'est une collaboration étroite. Et puis, on a aussi beaucoup de travail sur la sensibilisation
et du client et des fournisseurs. On a fait partie, comme beaucoup d'autres entreprises, du GT Durabi. C'est vraiment une mentalité, enfin voilà, on veut faire vivre cette valeur-là dans nos produits. On achète moins, mais mieux. Voilà, on fait petit à petit des pas qui sont considérables en fait pour changer notre façon de fonctionner, notre façon de concevoir. Et bah, c'est à l'image de l'entreprise avec le projet Fil Vert, c'est que on fait de petits pas par petits pas et ça fonctionne bien. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. En plus, tu parlais de cahier des charges ReFashion. Donc, pour réexpliquer à ceux pour qui ça ne parle pas, c'est lié à l'éco-modulation durabilité qui est proposée par ReFashion pour justement récompenser les comportements vertueux en termes de durabilité. Parce que souvent, on associe éco-conception avec coût. Donc, coût en termes de formation, en termes de choix de nouvelles matières, de temps passé, etc. À côté, il peut y avoir aussi des aides financières pour vous accompagner là-dessus, ou en tout cas, vous pouvez sur le long terme aussi voir des actions qui se contrebalancent, enfin, voilà, en faisant des choix différents. Derrière, ça peut rééquilibrer aussi les dépenses. Côté récompense, on va dire, enfin en tout cas valorisation des efforts d'éco-conception sur la durabilité. Est-ce que Fanny, l'éco-modulation durabilité de ReFashion vous a été utile? En quoi? Est-ce que ça vous a permis de changer la manière dont vous faisiez vos tests? Enfin, qu'est-ce que vous avez comme retour d'expérience là-dessus? Mais justement, moi, ça a été la base hein, de cette implantation. Enfin, voilà, quand on a implanté les cahiers des charges ReFashion, on savait qu'on atteindrait les exigences pour une bonne partie de nos collections. Donc, c'était aussi une manière de valoriser le travail fait, enfin voilà, les poids, matières, la recherche de matière. C'est vraiment dans notre ADN. Donc, le cahier des charges ReFashion, les tests ReFashion, pour nous, ça a été aussi une manière de valoriser notre département, notre service qualité. Voilà, de 2022 à 2024, on a multiplié par 3 nos écomodulations. Donc, on a plus de 60% de notre collection qui peut être éco-modulée. Donc, ça, c'est vraiment, ça a été un vecteur, clairement. Euh, donc, voilà. C'est très intéressant comme démarche. De toute façon, euh, moi, j'étais animée par le fait de vouloir faire des produits beaux, atemporels, qui sont durables et puis aller dans un cycle plus vertueux, en fait. Donc, les projets fil vert, la éco-conception, la durabilité, ça va dans le même sens. C'est aussi pour accompagner les entreprises à changer et créer une nouvelle dynamique dans notre industrie. Super. Et une question que j'ai l'impression que plusieurs personnes se posent aussi dans le chat et dans la partie Q&R. D'ailleurs, je rappelle qu'il faut bien poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Est-ce que vous avez rencontré voilà, des obstacles, quelles ont été les bonnes ou les mauvaises surprises quand vous avez mené vos projets d'éco-conception, qu'il y a eu des leviers, au contraire, qui vous ont aidé à avancer? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors pour le moment, on a plutôt des bonnes surprises. Après, c'est pas un hasard non plus. On a quand même beaucoup formé en interne. On a aussi beaucoup sensibilisé nos fournisseurs. On l'a dit à plusieurs reprises, la relation fournisseur, elle est ultra importante dans ce processus. Mm. Et puis, donc nous, à force de sensibiliser les fournisseurs sur l'éco-conception, aujourd'hui, on en a certains qui sont en veille et qui nous font même des propositions. Et puis, on a beau avoir des idées, voir des choses qu'on a envie de faire, il faut que ça soit réalisable
dans les pays où on fabrique, avec des prix en phase avec ceux de notre clientèle et les fournisseurs, c'est quand même les mieux placés pour savoir ce qui est réalisable ou pas. Et donc, les freins, comment dire, on a rapidement atteint notre premier objectif de 50% de référence avec un axe d'éco-conception. Les freins, on va sûrement les avoir au moment où il faudra se rapprocher des 100% pour les dernières références à passer. Et surtout que, comment dire, sur certains produits, ça peut impliquer un effort financier important. Et quand on est une marque qui vend des produits accessibles, la marge de manœuvre, elle est parfois très étroite. Ouais. Et puis, ben, c'est vrai que notre PME, c'est pas une entreprise enfin, elle a 30 ans. Donc, on n'est pas natif avec une stratégie RSE. Il a fallu mettre beaucoup d'efforts aussi pour sensibiliser nos partenaires en interne, en externe. Mais on a appris en marchant, en fait, hein. On a défini des actions et après, une vision globale. Nos fournisseurs ont été cobayes. On a fait beaucoup de formations en interne. C'est un engagement très fort. Et puis, je dirais que dans les points bloquants, c'est le coût, hein, parce qu'on veut rester avec une accessibilité. Donc, il faut savoir équilibrer les coûts et puis aussi s'adapter au changement de cahier des charges en cours de saison. Et ça, c'est pas évident. Mais j'ai pris le parti de continuer dans cette direction-là et puis d'équilibrer les coûts en ayant des décisions un peu, enfin voilà, équilibrées dans nos productions au niveau financier pour pouvoir atteindre et la durabilité et la qualité que l'on attend de nos produits. Et donc, pour conclure cet échange, quels sont vos projets pour la suite? Est-ce que vous avez d'autres idées en termes d'éco-conception, des projets d'innovation chez Terre de Marin? Voilà. Est-ce que vous avez des choses à nous présenter? Alors oui, sur l'été 26, on va faire évoluer la capsule teinture minérale en teinture végétale. Et on travaille aussi sur un projet d'upcycling à partir de nos produits défectueux. Et je voulais quand même insister sur le fait que si certains produits comme l'upcycling sont un peu plus confidentiels, avec des quantités limitées, la majorité de nos innovations, elles sont destinées au grand public. La teinture minérale, on l'a vendue dans nos boutiques, sur notre site web marchand et aussi en grande surface. Hmm. Bon, il y a plein de choses à faire hein. En éco-conception, on peut, enfin voilà, c'est tout le cycle du produit. Donc, il y a plein d'actions à faire. Après, on pourrait travailler plus sur le sourcing, sur les matières, sur les process de fabrication. Moi, pour le coup, je pense que cette année, j'aimerais bien travailler un peu plus sur la réparabilité et puis mettre en place des actions comme ça sur nos produits. Donc, voilà. Super. Et quand on a échangé aussi, vous me parliez de plusieurs sujets d'éco-conception qui vous intéressaient. Donc, tu parlais de réparabilité, Fanny. Il me semble qu'il y avait aussi la recyclabilité. Et vous aviez accès au guide comme l'ensemble des personnes qui participent aujourd'hui à notre webinaire, hein. C'est accessible sur notre site Refashion. On a créé des guides de bonnes pratiques de conception en vue du recyclage pour vous accompagner, vous, tous les métiers du style, de la création, des achats, etc., dans vos choix, dans la manière dont vous pouvez prendre en compte certains éléments qui peuvent perturber vos produits et d'autres, au contraire, qui peuvent faciliter leur recyclage en fin de vie. Donc, ces guides, je pense qu'on va vous les mettre dans le chat. Vous avez un guide pour le textile, un guide pour la chaussure. Et juste petit retour d'expérience, Arthur, Fanny, est-ce que ça vous a été utile ces guides? Vous les avez utilisés un petit peu en interne? Alors oui, on les utilise. On a aussi fait un comptage de toutes nos références qui rentraient bien dans le cahier des charges Refashion.
Donc aujourd'hui, on a 95% de nos références qui rentrent dans les préconisations de De recyclage recycler. Mm. et de recyclabilité exactement. Et voilà. Oui, Super. oui, on a toujours ces intentions-là et puis du coup, on met des inputs comme ça aux équipes création. Et de toute façon, enfin, la volonté de l'entreprise, c'est vraiment de faire mieux et plus vertueux. Donc, on suit ce cahier des charges-là. Oui. Super. Bon, alors je vais reprendre la main pour la fin de notre webinaire. Donc, on va passer. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc ça veut dire que vraiment le webinaire vous a plu, donc c'est super. En parallèle, je vous partage le lien qui est très important de questionnaire de satisfaction. Donc, je vous laisse le scanner pour tous ceux qui participent à ce webinaire. C'est grâce à ça que derrière, nous, on peut voir si le sujet vous plaît, ce que vous souhaiteriez avoir en plus, et si c'est un format qui vous convient, si vous aimez ce genre de retour d'expérience de marque ou pas. Voilà, donc ça nous aide beaucoup pour la suite de nos événements. Donc, en parallèle, je vais regarder donc, les différentes questions. Vous avez des questions sur les écomodulations. Qui est éligible pour les primes écomodulation? Est-ce uniquement pour les volumes vendus en France? Peut-être couvert au début du webinaire. Alors là, Oui. là-dessus, oui, c'est donc, tous les produits qui sont vendus et offerts en France, il faut noter que donc, les éco-contributions touchent l'ensemble des produits qui sont présentés sur le marché français, donc ça peut être tout ce qui est goodies aussi, et les produits évidemment qui sont vendus. Donc il y a un cahier des charges ReFashion à remplir, il y a certains tests de durabilité à passer, notamment pour cette écomodulation-là, mais en tout, il y a 4 écomodulations, dont 3 primes et une pénalité. Les pénalités, c'est lié à tout ce qui est sur l'écomodulation recyclabilité. Donc, par exemple, la présence de fils métalloplastiques ou d'éléments électroniques et électriques, pardon. Et ensuite, pour les bonus, donc les primes, vous avez une prime sur la durabilité, donc c'est de cette prime que Fanny nous a parlé tout à l'heure. Vous avez une prime sur les labels environnementaux et une dernière prime sur l'incorporation de matières recyclées. Donc, dans le chat, on vous a mis aussi le lien sur un guide des écomodulations si c'est un sujet qui vous intéresse. Au niveau de la créativité, on a une question. Est-ce que ce travail d'éco-conception a donné aux stylistes de la matière à stimuler leur esprit créatif? On aimerait bien, ce serait inspirant. Est-ce que chez vous, chez Terre de Marin, ça a boosté la créativité de vos équipes? Euh, oui, forcément. Comment dire, on dit souvent la créativité, elle naît des contraintes. Donc là, c'est d'un côté, ça peut être ça, et en même temps, on a commencé à être en veille sur des nouvelles technologies, sur plein de choses qu'on voyait pas, qu'on n'avait pas l'habitude d'observer habituellement. Donc forcément, ça a mis, on va dire, des nouveaux inputs. Et oui, ça a stimulé la créativité. Super. J'allais te Des dire, fois, on sur dit la que... peinture minérale, on a fait des Oui, visuels qu'on n'aurait jamais fait habituellement, par exemple. très bon exemple. Souvent, on a l'impression que éco-conception, ça met des limites et ça peut bloquer, alors Ça, qu'au contraire, le fait de justement se donner un cadre, des fois, ça peut augmenter les réflexions et les inspirations autour de ces sujets. Donc, nous, on croit fortement que l'éco-conception est justement peut porter les fruits de l'inspiration dans les équipes créatives. Donc, c'est super cet exemple avec la teinture minérale. Alors, il y a beaucoup de questions sur votre intégration de coton recyclé. Alors, je pense que peut-être que le message n'a pas été très bien compris sur les 40%. C'était votre objectif, 40%, c'était l'idéal, c'est ça. Et finalement, actuellement, c'est 30%, exactement. si j'ai bien compris. Voilà, donc c'est 30% de coton recyclé intégré. En termes de qualité, est-ce que ça a eu un impact sur la résistance des fils, sur le temps, le bochage, etc. Est-ce que la CV prend en compte aussi la réduction possible de la durabilité du produit? Voilà, beaucoup de questions liées à... et Pour les personnes s'interrogent sur la qualité. pour le coton recyclé, on a eu une période d'études poussée pour justement atteindre la meilleure qualité le pourcentage que l'on voulait. C'est un travail qu'on a fait avec nos fournisseurs, mais les premiers protos étaient pas tout à fait comme on voulait. Mm. Donc oui, faut du temps aussi. Mm.
Mais maintenant, on est bon. Mais comme je disais pendant la présentation, les vêtements avec du coton recyclé, ils passent les mêmes tests que le reste de la collection. Donc c'est une qualité identique. Ouais. Mm. Ok, parfait. Donc ça, c'est bien à prendre en compte si vous souhaitez faire des choix de modification de matière ou autre, intégrer la matière recyclée. Surtout ne pas négliger la durabilité, puisque c'est vraiment l'axe majeur à garder en tête. Éco-concevoir, c'est d'abord prolonger la durée de vie de vos produits et c'est surtout pas la négliger. Donc s'il y a bien un élément à retenir, c'est ça, durabilité avant tout, et puis ensuite voir ce que vous pouvez faire pour encore plus réduire l'impact de vos produits. Est-ce qu'au niveau toujours de la teinture, enfin en tout cas au niveau des fils non teints, il y avait des propositions d'idées. Donc on a une personne qui proposait d'intégrer un fil bleu déjà teint, hein, donc un fil qui serait recyclé. J'imagine un gisement de matière bleue qui serait ensuite recyclé tel quel et qui ne serait pas reteint par la suite. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé d'intégrer dans la marinière, par exemple? Pas du tout. Mais c'est C'est une intéressant. bonne idée. On peut regarder. Voilà, donc, n'hésitez pas à diffuser vos idées dans le chat, hein, équipe Terre de Marin et preneur. Au niveau du fil, comme vous n'utilisez plus de fil blanc optique et que les lots de coton ne sont pas forcément homogènes avec des nuances de blanc, comment gérez-vous les dérives de blancheur sur vos articles? Cela ne crée-t-il pas des soucis de qualité? Alors déjà, on a toujours quelques t-shirts, enfin quelques pièces en blanc. Alors moi, je vais prendre l'exemple de l'homme. On va faire 8 gammes couleurs dans la saison. On peut en avoir, alors c'est différent si c'est de l'été ou de l'hiver, mais on peut avoir la moitié avec du blanc optique et la moitié avec du non teint. Après, nous, on s'est dit que de toute façon, bah oui, les cotons, ils n'ont pas tous la même couleur et qu'à partir du moment où on partait dans cette direction, il fallait qu'on soit, comment dire, un peu plus souple sur la validation des couleurs. Donc après, c'est un critère esthétique, mais on ne parle pas de défaut. Et puis le montant, c'est typiquement l'exemple du changement d'habitude qui vient aussi des consommateurs, mais qui vient de nous. Le non-teint, c'est hyper différenciant. Enfin, pour moi, c'est un axe qui est à valoriser. Alors, c'est sûr, on n'a pas toujours les mêmes gammes, mais on reste flexible justement parce qu'on veut mettre en avant ce nouveau blanc, ce blanc plus authentique. Et puis, en termes de qualité, on a eu aussi une période d'études sur ce qu'on pouvait accepter ou pas. Il y a des petites aspérités parfois dans le non-teint. C'est une sensibilisation, enfin une formation hein, qu'on doit donner aussi pour nos consommateurs, en fait, hein, les faire changer d'habitude. Donc, mais c'est hyper. Oui, d'ailleurs, comment ça fonctionne? Est-ce que sur vos fiches produits, par exemple, vous expliquez la raison que le fil soit non teint? Est-ce que vous les accompagnez quand ils reçoivent leur commande? Est-ce qu'ils ont un mot personnalisé? Est-ce qu'ils ont sur les réseaux sociaux, par exemple, aussi? Est-ce que vous faites un peu de pédagogie là-dessus? Comment faire pour justement que les consommateurs acceptent un peu ce changement de produit? Alors, on a l'information sur notre hang tag produit, sur notre care label. Et oui, sur les réseaux, on fait un petit peu de communication là-dessus. Dernièrement, je me suis fait un petit spot là-dessus parce que justement, c'est hyper différenciant. Et puis, oui, il y a tout un côté de pédagogie à mettre en place. Mais on pourrait faire plus, hein. Comme je disais, c'est vrai qu'on a beaucoup fait, mais on n'en a pas beaucoup parlé. On n'a pas encore assez sensibilisé le secteur et les clients sur nos démarches. On est en train, mais voilà. Et on a un hang tag aussi sur le Et qui explique la démarche. ok, super. Et au niveau de vos fournisseurs, est-ce que ça a pris du temps, justement, le fait qu'ils intègrent de la matière recyclée dans vos produits? Est-ce qu'ils ont eu des difficultés à rencontrer? Est-ce que c'est eux qui vous ont dit justement que les 30%, c'était un max à intégrer dans vos produits? Comment ça s'est passé, ce travail conjoint? Oui, 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 je pensais que tu allais répondre. Mais oui, oui, ça a été une période, alors ça n'a pas pris une année hein, du tout, hein, parce qu'on a des fournisseurs, comme je disais, enfin voilà, on a des fournisseurs de 3 à 30 ans de partenariat. Nos fournisseurs
principaux de Petite Maille, ça a été, voilà, ont été vraiment dans l'action. Donc, ils nous ont proposé ce qu'on voulait, hein, je ne sais pas, peut-être en quelques mois, quoi, en deux, 3 mois, on a réussi à avoir des protos. Et puis voilà. Au début, c'était un peu compliqué. Et puis en fait, la filière du recyclage, elle se développe aussi en Asie. Donc finalement, saison après saison, c'est de plus en plus facile d'obtenir des matières recyclées. Et puis on a atteint, enfin voilà, on a notre seuil de 30%. C'était celui qui était le plus faisable et le plus accessible aussi. Donc c'est un partenariat qui nous a amené à ça. Super. Et là, je vois que le temps file. Il reste 5 minutes. Je vais rester sur 2 questions qui ont intéressé pas mal de personnes dans le chat. Est-ce que votre coton est certifié GRS? C'est la première question. Et ensuite, une question sur votre ACV. Sur quelle base vous avez créé votre ACV? Est-ce que vous avez pris la base ADEME, par exemple, ou d'autres bases? Ou est-ce que vous avez travaillé avec un cabinet spécialisé, etc. Donc d'abord, coton GRS ou pas? Certifié ou pas? Oui, tout à fait. Oui. Donc, Ok. le Et minimum de 20%. voilà. Et la CV, on l'a fait faire en extérieur avec le cabinet Ecosol. Super. Est-ce qu'il y a une dernière petite question qu'on peut prendre pour changer un peu de sujet? Bon. Oui, vous avez parlé de beaucoup de projets à venir, réparabilité, recyclabilité. Est-ce que la réparabilité, c'est quelque chose que vous creusez de plus en plus chez Terre de Marin? Est-ce que c'est déjà dans l'ADN de la marque? Non, on n'a pas creusé encore ce sujet-là. Mais enfin, voilà, hein, on voit bien, voilà, il y a des choses qui arrivent aussi et qui donnent envie d'aller dans cette direction-là. Donc, ça peut être un axe sur lequel on va avoir une étude plus poussée. Moi, je voyais une question, est-ce que vous communiquez sur votre site sur la durabilité produit? Non, pas encore. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, hein, autrement que réglementairement par le QCE. Euh, Pouvoir justement faire valoir tout ce travail parce que c'est un travail quand même collectif et puis qui prend du temps. Donc oui, ça serait bien de pouvoir le communiquer incessamment sous peu. Et sur la réparabilité, moi, je voulais ajouter que bon, on pense quand même que c'est l'avenir et en général, on répare quand même des vêtements de qualité et pas des vêtements bas de gamme et on a tout intérêt à se positionner sur ce créneau. Ouais, clairement. Tout à fait. Donc, je pense que c'est une bonne conclusion pour ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Merci surtout à vous deux, Fanny et Arthur, pour votre présence, votre transparence et votre partage sur tous ces sujets. On espère, côté Refashion, que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses et que ça vous a inspiré pour vos prochaines collections. N'hésitez pas à nous faire vos retours justement dans ce fameux questionnaire de satisfaction. Il est fait pour. Et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci à Au vous. revoir. Merci. Merci, bonne journée.